9h45 sur BB24. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Voici les titres du journal. L'entrepreneuriat, une opportunité pour les jeunes béninois. Quelles sont les aptitudes professionnelles pour devenir entrepreneur? La réponse dans ce journal. Le lavage des mains, une obligation pour éviter les maladies. C'est une pratique imposée désormais dans les écoles. L'objectif est d'apprendre les bonnes manières aux apprenants. Ils sont obligés de parcourir les distances sous la pluie et le soleil afin de gagner leur vie. Les conducteurs de taxi-moto s'exposent ainsi à des maladies. Comment se soignent-ils? Leurs avis dans ce journal. L'entrepreneuriat, un domaine de création d'emplois dans lequel plusieurs jeunes veulent de plus en plus s'investir. Mais comment s'y prendre? Quelles sont les filières d'opportunités? Devenir entrepreneur nécessite quelles aptitudes professionnelles? Autant de questions abordées dans ce reportage réalisé par Istine Bouraïma et Patrick Adjagbodjou. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans, parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Le lavage des mains, un moyen très efficace pour prévenir les infections et les maladies. Se laver les mains est aujourd'hui imposé aux apprenants dans toutes les écoles, surtout aux enfants de la maternelle et du primaire. Peggy Baguedi est allée faire le constat. Se laver les mains, un geste simple, banal, mais pourtant très important pour garantir une bonne hygiène.
Le lavage des mains est un geste simple qui consiste à se nettoyer les mains avec de l'eau et du savon. Alors il faut savoir que c'est un geste très important en ce sens que ce geste nous protège et protège les sujets contacts, c'est-à-dire notre entourage, contre les infections à transmission manuportée. 5000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde des maladies diarrhéiques selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour changer la donne, dans la plupart des écoles, de la maternelle au primaire, le lavage des mains est obligatoire. La maternelle, c'est une activité de santé qui se mène à la maternelle, qui permet aux enfants de se laver les mains pour éviter certaines maladies et pour attraper des microbes. Il faut se laver les mains, certes, mais il faut bien le faire. Pour cela, il est important de respecter plusieurs règles. Premièrement, on se rince les mains. Après, on prend le savon, on passe ça dans la paume des mains. Et après, on dépose le savon sans faire tomber le savon. On frotte correctement la paume des mains. Après le revers des mains et le second revers, on frotte après les entre-doigts, on lave le poignet et on secoue les ongles. Et après, on rince correctement ses mains. Et on secoue ses mains dans le lavabo, on garde les mains jointes pour ne pas les salir. Désormais, dans leurs habitudes, la plupart des enfants savent quand et comment se laver les mains. Je me lave les mains avant de manger. Je finis de jouer, je me lave les mains. Je me lave les mains après les toilettes. Ne pas se laver les mains peut avoir des conséquences, car plusieurs virus et bactéries peuvent rester vivants hors de l'organisme. Une personne contaminée peut donc déposer sur n'importe quel objet des mucosités. Par les mains, on s'expose à beaucoup de maladies, surtout des infections à transmission manuportée. Et le plus souvent, lorsque nous portons la main à la bouche, c'est les infections diarrhéiques, ce que nous appelons les maladies du péril hydrofécal, parce que c'est des maladies au cours desquelles nous éliminons les microbes par les selles. Donc lorsque nous mangeons, nous nous infectons par la bouche et nous éliminons ces microbes-là par les selles. Dans les maladies diarrhéiques, nous pouvons citer des exemples, la fièvre typhoïde, le choléra, pour ne citer que... Maintenir les mains propres, c'est maintenir sa santé saine. Il est donc important de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Les conducteurs de taxi-moto bravent la pluie et le beau temps pour gagner leur vie, un métier qui a ses exigences et qui les expose à toutes sortes de maladies. Comment ces étudiants entretiennent leur santé au jour le jour? Une équipe est descendue sur le terrain pour recueillir leurs avis. Ils sont au micro de Kemal Awissou et Bernardin Soglonou. Moi, si je me lève le matin, d'abord, j'ai le temps d'écouter ma santé. Si vous voulez, je vous donne cette remède-là. Vous levez le matin, si vous êtes dormi au lit ou même sur votre natte, vous vous levez sur les deux pieds comme ça. Avant de bouger, vous devez faire au moins 2 minutes debout pour réanimer votre santé, pour écouter votre santé. S'il y a une anomalie, rapidement vous allez le constater. Et après ça, à midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Avant de sortir à la maison, les propositions, les mesures que moi je prends avant de rentrer en ville, quand je me lève à 6h du matin parce que un bon zen doit sortir à la maison à 6h du matin. En sortant, je vais me contrôler pour voir si mes maillots ou bien l'habit qu'il avait porté sont propres d'abord. Après ça, je prends mon casque parce que pour éviter des accidents, je n'oublie pas mon casque à la maison. C'est ça la première des choses d'abord avant de sortir à la maison. Après ça, si je rentre en ville, jusqu'à midi comme ça, je me retourne à la maison pour me laver, se reposer un peu, pour au moins dormir au moins à 15 minutes avant de rentrer à 15h comme ça. Parce que quand dans la journée tu ne dors pas, c'est pas normal. En dormant aussi, c'est un médicament pour la santé aussi. Jusqu'au soir à 19h,
Surtout, je suis encore à la maison. Et en revenant à la maison, des fois, je prends des tisanes pour ma santé aussi, des tisanes et les comprimés aussi pour être en bonne santé. Tout d'abord, la précaution que je prends, moi, j'ai souvent porté les lunettes pour les poussières ne rentrent pas dans mes yeux. Je porte des lunettes. Pour les précautions de la voie, d'abord, vous savez, les fabricants de motos, ceux qui ont fabriqué les motos, il y a 1 kilogramme qui a été donné pour les motos. Aujourd'hui, il y a parfois, moi-même j'ai l'habitude de le faire, c'est pas que je ne le faisais pas. Afin de prendre les 2 personnes derrière, c'est pas bien. Parce que vous voyez, c'est que les amortisseurs des motos qui sont venus chez nous en Afrique, que quand soit cette moto, les amortisseurs sont fabriqués pour 1 kilo donné. Si vous dépassez les kilos, supposons que vous prenez 2 personnes, déjà vous avez dépassé les kilos, là vous avez problème de colonne verticale. Lorsqu'il est derrière là, tout le temps vous aurez de ce problème-là, sans le savoir. Et vous allez croire que ce sont les pavés ou les trous qui ont fait que vous avez ce problème-là. Non. Souvent, je vois les hommes prendre 3 ciments, 4 ciments. Si vous prenez 3 ciments, ça veut dire 150 tonnes. Non, mais quand même, c'est grave. Je ne prends pas 2 personnes, moi. Non. Parce que le blanc n'a pas fabriqué la moto pour transporter 2 personnes. Déjà, quand tu transportes 2 personnes, vous êtes déjà dans l'insécurité. Moi, je ne prends jamais 2 personnes. Si je sors parfois à 7 h de chez moi, déjà à midi, c'est une pause. Et après 15 h, je continue. À 20 h, je suis à la maison. Donc, si je calcule, c'est à peine 3 h fois 2. 3 h. Et 3 h encore des cas. Et je reprends. Parce que rouler toute une journée, c'est grave pour la santé. Ce n'est pas bien pour notre santé. Donc, je vais profiter de votre micro pour inviter tous les amis ZIM. Et il est vrai, nous avons tout un problème et c'est ça qui a fait que nous sommes dans ZIM. Mais je les invite à beaucoup écouter les santé. Hors du Bénin, le Nigeria ambitionne de réviser son système de tarifs électriques d'ici à 2021 afin d'attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur électrique. La Commission nationale de régulation de l'électricité a mis en place un plan de redressement qui devrait régler les problèmes tarifaires. Selon le vice-président de la Commission, l'augmentation au Nigeria du tarif électrique est difficile à cause du manque de régulation et du nombre réduit d'abonnés payant leurs factures. Seulement 8 millions actuellement. Avec ce plan, la Commission ambitionne de faire passer le nombre d'abonnés répertoriés à 20 millions, ce qui permettra d'augmenter les recettes et l'équilibre financier du secteur afin d'attirer plus d'investissements. En Algérie, l'exécutif a levé temporairement l'interdiction d'importation imposée depuis le début de cette année aux matières premières agricoles suite à la pénurie qui a frappé des entreprises agroalimentaires. Cette suspension concerne les produits entrant dans la fabrication de nombreux articles alimentaires comme le chocolat, les biscuits, les confiseries, le yaourt et les jus. Le gouvernement a aussi accordé 6 mois aux fabricants locaux de matières premières pour qu'ils augmentent leur production afin de satisfaire les besoins de l'industrie des boissons. Pour rappel, la restriction sur les achats extérieurs de produits agricoles fait partie des mesures prises par l'État algérien pour limiter les dépenses publiques dans un contexte économique marqué par la baisse des réserves de change. Veiller sur les oursons jusqu'à 18 mois avant de les relâcher dans la nature, c'est la spécialité que s'est donnée l'Américain Ben Killam, une activité qu'il exerce depuis 25 ans avec passion et qui lui procure enseignement et bien d'autres profits. Reportage. Dans un enclos de 3 hectares proche de sa maison, il accueille des oursons orphelins que lui confie le département de la pêche et de la faune du New Hampshire dans l'est des États-Unis. Leurs mères ont été tuées d'un coup de fusil renversé par une voiture ou ont vu leur tanière détruite par les forestiers. Ben Killam veille à ce que ces oursons grandissent et grossissent, puis, à 18 mois, les relâche dans la nature. L'homme respire sa passion à travers cette activité. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'observer leur comportement et surtout leur comportement social.
C'est comme ça que j'ai découvert que les femelles ours pratiquent l'altruisme réciproque, c'est-à-dire qu'elles peuvent partager des choses avec un décalage dans le temps. Elles ont toutes les conditions psychologiques qu'ont les êtres humains. Outre l'enclos géant, Ben Kilam a également une vaste zone d'observation où il étudie les ours adultes. Cet homme de 65 ans à la carrure de bûcheron connaît bien les ours noirs, les plus communs des ours, avec une population nord-américaine qui a fortement remonté ces dernières décennies pour atteindre environ 750 000 individus. De ces années d'observation des ours, Ben Kilam a tiré des certitudes. Les ours ne s'intéressent pas du tout aux êtres humains. Ils ne portent aucun intérêt. Ils ont peur de nous. Notre espèce domine la leur et donc on peut se balader tranquillement dans les bois. Mais si vous mettez la nourriture dans votre jardin, ils vont venir parce qu'il faut bien qu'ils survivent. Certains oursons orphelins survivent pendant l'été et l'automne, mais quand l'hiver arrive, ils ne parviennent pas à s'engraisser suffisamment. Et c'est là qu'on les retrouve près des cabanes à oiseaux où les gens laissent de la nourriture. Le département de la pêche et de la faune nous amène tous les oursons. Il nous aide à les relâcher dans la nature. La spécialité de Ben Kilam a poussé le gouvernement chinois à le solliciter pour l'aider à la réintroduction en Chine du panda géant. Contrairement aux ours noirs, cette espèce est toujours classée vulnérable, même si elle n'est plus considérée en danger d'extinction. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.